finalement. Tout le monde peut bien m'entendre? Oui? Il y a des gens qui ne peuvent pas m'entendre? Non, ça va? D'accord. Alors, nous sommes ici et je vais laisser la parole à tout le monde. Il y a beaucoup de connaissances dans la salle actuellement, alors je souhaite que, et j'espère que tout le monde aura l'occasion de parler et que les participants ou l'auditoire pourront en retirer quelque chose. J'aimerais débuter, si vous pouviez continuer, c'est-à-dire à expliquer la différence entre le système de santé pédiatrique et le système de santé adulte lorsqu'on parle de maladies ou de pathologies neuromusculaires et la transition, comment elle prend place. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou aborder le sujet, Dr. Eisenberg, vous voulez débuter? Oui, ça me fera plaisir et je suis désolée si mon son n'est pas extraordinaire. Mes écouteurs boutons ont cessé de fonctionner ce matin, alors j'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup de l'occasion de me joindre à ce panel. C'est incroyable. Et je ne crois pas que les gens connaissent les différences entre le système de santé pédiatrique et adulte, à part vous-même, et qui connaissez justement ce domaine de donneurs de soins, de soignants. Et à titre de neurologue adulte, la petite expérience que j'ai eue à titre de parent du côté pédiatrique pour les soins en général, une chose principale que les gens vivent, c'est que c'est beaucoup plus commun dans le monde pédiatrique pour que les cliniques soient multidisciplinaires et qu'il y ait des spécialistes de divers domaines pour prodiguer des soins. Et il y a du personnel aussi qui soutiennent les patients, les familles, coordonnateurs, coordonnatrices, souvent une infirmière. Et je crois que c'est plus facile de joindre les gens par le biais de courriels, justement, au sein des cliniques pédiatriques, mais ce n'est pas une règle. Je crois que c'est justement euh, un modèle que nous avons perçu. Et ensuite, ce sera soulevé dans les prochaines plus tard, mais c'est plus commun dans le monde pédiatrique de justement de rencontrer tout sous le même toit où justement tous les soins de santé sont imbriqués dans la clinique. Alors, lorsqu'on voit diverses personnes ou praticiens, ils sont tous là. Alors, dans le monde adulte, il faut se diriger à différents endroits, différents hôpitaux, divers services pour avoir des praticiens. Alors donc, je crois que c'est la différence principale que j'ai observée et dont mes patients m'ont parlé. Dr. McAdam, à titre de pédiatre, peut-être que vous avez une autre opinion à cet effet, si vous voulez tenter d'ajouter quelque chose à cela. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Aaron a discuté. Une partie de la complexité avec cette transition, c'est que bien des familles et de jeunes adultes, depuis le moment du diagnostic, ce n'est pas juste la transition médicale, c'est la transition émotionnelle, à savoir qu'on a tout reçu depuis le cheminement du diagnostic jusqu'aux soins à titre de jeune adulte. Alors, ça ne touche pas nécessairement les spécialités, mais les rapports et les relations sociales avec les donneurs de soins et qui rend la chose complexe, qui est un défi parce que finalement, on tombe dans un système de santé tout à fait différent. Et je vais demander à Tori, Numa et Emily, si vous voulez ajouter quelque chose à titre de personnes qui avaient vécu cela à titre d'enfant et ensuite à titre d'adulte. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la transition? Est-ce que vous avez aimé certaines choses sur l'un des deux systèmes? Alors que justement, le Dr. Eisenberg a mentionné que l'expérience pédiatrique peut être différente que l'expérience adulte. Et je suis convaincue que tout le monde aimerait vous entendre. Oui, je peux ajouter quelque chose, tel que justement, oui, euh, dans le système adulte, c'est comme bien d'autres centres pédiatriques, nous, nous sommes habitués à avoir toute l'équipe intégrée sous le même toit. Et, et oui, mes soins dentaires étaient couverts, la cardiologie, mes médecins pour ma vessie. Alors, tout est là sous le même toit. Et soudainement,
on doit passer au monde adulte. Et on a 1 milliard de différents centres hospitaliers, de médecins. Tout le monde est distribué et dispersé dans des endroits différents et administrer les soins que j'avais à Sunnybrook. Ils sont quand même très compétents et j'aime bien mes médecins, mais c'est un peu plus difficile pour moi parce que leur responsabilité, finalement, est beaucoup plus grande pour s'assurer que ma santé est bien gérée et bien maîtrisée. Et lorsque j'ai besoin de quelqu'un par rapport au système pédiatrique où on a accès à diverses cliniques, des visites régulières avec tout le monde, même la travailleuse sociale qui vient vérifier, les autres spécialistes viennent vérifier notre état. Alors, il faut toujours, ils doivent s'assurer que ça va bien en tout temps. C'est la différence. De la minute qu'on transige au système adulte, toutes ces responsabilités retombent sur nous pour qu'on puisse prendre soin de nous-mêmes et de notre santé. Alors, je vais ajouter quelque chose, si vous me permettez. Pour ajouter à ce que Terry disait, je peux vous dire qu'un jour ou une journée, lorsque j'ai un rendez-vous médical, je suis dans un hôpital le matin, dans un autre hôpital l'après-midi, ensuite à Sunnybrook plus tard dans la journée. Alors, je dois me déplacer partout dans ces 4 ou 3 endroits et lorsque j'allais à la clinique de la clinique neuromusculaire, oui, je retrouvais tout sous le même toit, mais lorsque je pouvais parler à diverses personnes dans une journée et je passerais la journée là-bas, mais ce serait tout. Alors maintenant qu'on fait le passage au monde adulte, lorsqu'on on est atteint de DM, il y a plusieurs choses qu'on doit surmonter. Alors, on a un spécialiste cardiaque, on a un spécialiste pour toutes sortes de choses et ça peut devenir beaucoup à gérer. Mais pour cette transition, pour tout adulte qui doit confronter, c'est que vous êtes responsable de vos propres soins. Ce n'est pas votre mère ou votre père qui va prendre la décision à votre place. Alors, s'il y a quelque chose qui se produit, ça vous appartient. Alors, ils vont vous traiter à titre d'adulte, comme personne responsable de sa propre santé, de ses propres soins. C'est la différence. Il y a des avantages à cela. Je crois que on n'est plus dans un domaine spécialisé, mais si on est en cardiologie, ça, c'est un domaine spécialisé. Il y a un spécialiste pour ça. Dans un autre domaine, la pneumologie, c'est la même chose. Alors donc, dans le monde adulte, c'est différent. Vous allez avoir une autre équipe pour vous aider à naviguer dans ce monde d'adultes. Alors, souvent, ça va dans le domaine pédiatrique, c'est génial, ils comprennent tout ce qui se passe, mais il y a des changements, tout comme lorsqu'on devient parent. Il faut faire la transition et ça peut être une bonne chose, une mauvaise chose. Il y a des avantages et c'est nous qui gérons cela. Alors, c'est une question d'être organisé. C'est une question de maîtriser, gérer et prendre en charge ses soins, sa santé et aussi pour les questions en ce qui touche les rendez-vous. Il faut les poser. Et ensuite, il faut s'organiser pour aller à ces rendez-vous tout seul. Et j'habite chez moi avec mes parents, mais ils n'ont aucune idée de mon calendrier ou de mon programme. C'est moi qui est responsable pour mes rendez-vous chez le médecin et ça m'appartient. Je l'assume. Et peut-être que, Dania, celle-ci est pour vous. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et oui, pour partir de chez mes parents, et peu importe leur donneur de soins, lorsque quelqu'un pense, oh, je vais avoir 18 ans et tout ça va retomber sur mes épaules et je serai laissée à moi-même. Quel genre d'avis, que diriez-vous à ces gens ou quel genre de soutien est-ce que
DMC peut offrir. Je crois, lorsqu'on parle de transition et on parle tel que Dr. McAdam et Eisenberg ont noté la différence entre la clinique pédiatrique et le monde adulte. Il y a beaucoup de changements, de choses qui sont conséquentes qui ne changent pas auprès de DMC. Nous sommes là dès le départ et dès le début jusqu'au monde adulte. Alors, notre soutien ne changera pas. Même s'il y a un grand défi à surmonter pour cette transition, les changements médicaux, il faut consulter les divers médecins. Alors, il y a d'autres changements couverts par notre monde pédiatrique qui se retrouvent quand même qui ne vont pas justement être offerts dans le monde adulte. Ça ne va pas concorder. Cependant, les changements ne changent pas en vieillissant, mais il y a des services qui ne suivent pas. Alors, au sein de DMC, c'est là où nos spécialistes de services vont s'assurer de vous trouver ces services alors que vous grandissez, vieillissez et pour parcourir le cheminement. Alors donc, une fois qu'on est adulte, c'est un autre chapitre. Alors, les questions à répondre, telles que Jaron a mentionné, alors après les études secondaires, telles que mentionné ce matin, ou justement pénétrer le marché du travail ou communiquer avec ma communauté à partir lorsqu'on part de la maison familiale pour aller vivre seul. Alors donc, il y a des questions qui ne me viennent pas en tête, mais il y a toujours des questions qui sont soulevées et aucune question est une question bête et inutile. Alors, posez vos questions et une chose qui est très bien au sujet de la DMC, on peut utiliser ce réseau partout à travers les différents champs d'activité. Et Dr. McAdam, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cela. Peut-être que vous avez des suggestions pour les gens qui doivent faire la transition du monde pédiatrique au monde adulte. Ou Dr. Amin. Oui, pour ajouter, je crois que ça change les choses pas mal pour tout le monde, mais la meilleure chose que nous pouvons faire à titre de pédiatre et la meilleure chose que nous pouvons proposer pour les patients pédiatriques et les parents qui vont faire la transition, c'est de planifier le tout très tôt. Et très tôt, alors qu'on commence à parler de ces changements. Et certaines choses qui sont faites, oui, c'est les subventions et le financement pour le soutien à domicile. Et justement, il faut communiquer avec les organismes pour savoir comment le financement va changer et il faut soumettre les demandes très tôt, de sorte que vous ne manquez pas de soutien. Et je crois que la deuxième suggestion, telle que Kelly a indiqué dans le clavardage, c'est important d'avoir un généraliste. Une des choses qu'on fait comme service et qu'on donne à titre de pédiatre, lorsqu'on a une équipe multidisciplinaire, oui, on retrouve le tout sous le même toit, mais même que ce soit génial pour vous donner de très bons soins, on donne ce service parce que lorsque vous faites cette transition, on veut nous assurer que vous allez avoir un généraliste avec lequel vous serez à l'aise en matière de soins et aussi si celui-ci peut justement, si son bureau est accessible au fauteuil roulant, vous seriez étonné parce qu'il y a des parents qui nous indiquent qu'ils ne peuvent même pas justement amener leur enfant à la clinique. Alors, il faut procéder tôt. Il ne faut pas attendre à l'âge de 18 ans. Il faut débuter dès l'âge de 13 ou 14 ans pour planifier et prévoir très tôt. C'est ça que je voulais soulever et souligner. Oui, c'est génial parce que c'est une question qui nous est parvenue et si la transition se produit dans la 17e année, dans la 18e année, alors oui, il faut commencer beaucoup plus tôt que ça et je crois que le médecin de famille est une composante essentielle. Et une deuxième partie de la question, alors donc, est-ce que les références seront établies aux besoins ou comment est-ce que ça fonctionne au cours de la transition? Je vais tenter de répondre à ça. Alors donc, la situation idéale, c'est qu'il y ait une relation existante entre la clinique pédiatrique et la clinique adulte, qu'il y ait des contacts régulier, une année ou deux avant la transition. Ça n'arrive pas tout le temps, ça dépend du centre, ça dépend de la situation, des médecins qui sont impliqués, mais de façon générale,
Si ça n'existe pas, enfin, c'est idéal si on peut passer immédiatement du pédiatre au généraliste pour adultes, parce que le dossier, tous les renseignements, tout sera communiqué, tout sera transmis. Et aussi, en surcroît, on peut avoir des conversations, des discussions. Dans certaines situations, vous pourriez même établir un surchevauchement de rendez-vous qui est beaucoup plus facile ces jours-ci avec les plateformes virtuelles et justement lorsqu'on tient des rendez-vous virtuels. Et les références peuvent provenir des médecins de famille, mais et je crois que le médecin de famille doit être impliqué dans le fil des communications, mais il faut définitivement qu'il y ait une communication entre le pédiatre et le médecin de famille pour adultes. Et pour ajouter à cela, et vous avez vu cela dans les questions. Alors donc, si justement un parent veut naviguer la transition avec l'enfant, est-ce que ça peut se passer, ça peut se produire? Je vais tenter de taper la réponse dans le clavardage. Oui, tout à fait. Je crois que le réflexe par défaut à titre de pédiatre, c'est qu'on veut tout aborder généralement et on veut aborder tout avec les parents. Il faut penser consciemment à cette transition et sur l'autonomie des patients. Et pour les soins aux adultes, enfin, l'attention est portée immédiatement sur les patients. Alors, je proposerais justement que vous ameniez ces gens qui vous donnent du soutien à tous les rendez-vous et aussi fassent partie des communications. Il y a quelqu'un qui avait la main levée. Nouma? Oui, merci. Je voulais tout simplement commenter au sujet des soins de santé mentionnés par Tori. Un des avantages d'avoir tout sous le même toit dans le monde pédiatrique, c'est justement pour que l'équipe de soins de santé puisse communiquer entre eux et ensuite tenter de tenir des remue-ménages lorsqu'il y a des complications. Dans le monde adulte, c'est un plus grand défi. Alors, personnellement, j'ai trouvé qu'il fallait que je demande à plusieurs professionnels pour coordonner les choses, tenir des remue-ménages. Alors donc, c'est un peu plus chaotique du côté adulte parce il faut qu'ils travaillent davantage et il y a plus d'exigences. Et c'est aussi important de tenir compte du financement parce que si la personne ne veut pas, par exemple, un nouvel adulte ou n'a pas le soutien et a besoin justement de soutien financier qui ne serait insuffisant, ça va avoir une incidence sur la santé. Ce n'est pas uniquement une transition de médecin à médecin ou centre hospitalier à centre hospitalier. Il y a des facteurs déterminants sociaux qui sont super, super importants. Je connais quelqu'un personnellement qui a cessé d'utiliser leur machine BEPA parce qu'il n'y avait personne pour prêter main forte et c'est un grand problème. C'est tout un enjeu. Alors, je voulais commenter là-dessus. Merci. Jared, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais juste m'assurer. Alors, je suis Nouma que vous ayez parlé de facteurs déterminants touchant la santé et le niveau social parce que il faut tenir compte de toutes ces composantes. Pour vous parler de ma transition, et j'avais le privilège d'avoir vécu une transition assez douce et fluide, mais on a commencé tôt, à l'âge de 16 ans. Et, et alors, nous n'avons pas attendu que j'ai 18 ans pour entamer le processus. Il est très important que la position dans laquelle vous êtes transféré dans le monde adulte. Peut-être qu'il y aurait un spécialiste qui serait familier avec votre état, mais peut-être pas. Et parfois, vous êtes votre propre expert au sujet de votre état de santé et de votre maladie. Alors, vous devez faire des recherches également, tenez ça en tête et
Aussi, à titre de client, vous avez tout à fait le droit de défendre vos droits et d'obtenir les soins dont vous avez besoin. Et lorsque vous communiquez avec un professionnel adulte, ça ne pourrait pas concorder ou c'est bon d'être ferme dans nos opinions et de dire, y a-t-il des gens que je peux voir, que je peux consulter parce que c'est très semblable à chercher justement un thérapeute euh, en pneumologie ou un inhalothérapeute. Ce n'est pas facile. Des fois, ça va fonctionner, des fois non. Toute transition sera différente. Et aussi pour, à titre de professionnels, je vois bon nombre de familles qui viennent de différents secteurs, de différentes ethnies, des personnes de couleur, des Noirs, et ils ont tous diverses expériences et des gens aussi qui ne font pas partie de ces groupes. Alors, il est très important de tenir compte aussi des familles immigrantes et tenter qui tentent de naviguer le monde pédiatrique jusqu'à l'âge de 16 ans. Et mon expérience est très différente, justement, ayant été ici au Canada et navigué le système pédiatrique. C'était certaines des choses que je voulais ajouter. Merci. Y avait-il quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Khalid? Oui, un petit peu ici. Je crois, j'aimerais vous remercier d'avoir soulevé ça. Emily, merci pour votre perspective sur vos clients. Et mon point de vue est le suivant. Malheureusement, les soins que les gens reçoivent sont inégaux. Et moi-même, pour ma part, j'ai un arrangement d'autogestion de soins qui me bénéficie et à ma santé, mais je sais qu'il y a bien des gens qui ne reçoivent pas les mêmes soins que moi, qui comptent sur leurs parents et lorsque ce manque de soutien est inexistant, la santé est atteinte et en prend un coup. Alors donc, oui, justement, lorsqu'il n'y a personne pour la machine BIPAP, c'est sûr, s'il n'y a personne pour la nettoyer, ça prend quelqu'un pour entretenir l'équipement et, et de fournir le soutien. C'est un défi. Il y a des personnes qui sont en mesure de le faire et il y en a qui ne sont pas en mesure de le faire selon leur handicap. Mais c'est une lacune. Alors, il y a des communautés qui, qui n'ont pas les soins dont ils ont besoin nécessairement. Et il faut penser à cela également. Et c'est mon, mon opinion et il est très important de tenir compte que du fait que les ressources sont là, mais ce n'est pas tout le monde qui y ont accès de façon égale. Alors, tels les médecins, je pose la question, comment combler cette lacune, répondre aux besoins et combler les lacunes et nous tentons d'établir une norme et des services normalisés en, en matière de DM et peu importe votre domaine et ce dont avec quoi vous transigez. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la relève à ce sujet. J'avais quelques questions que j'ai vues ici et d'en parler, on pourrait justement vous les soumettre. Quelques questions en ce qui touche les parents et ceux qui ont du mal à laisser aller leur enfant lorsqu'ils sont rendus à ce carrefour. Et ils ont été défendeurs pendant Dieu sait combien de temps depuis le diagnostic et il y en a d'autres qui veulent se débrouiller eux-mêmes et naviguer à travers ce système de santé pour adultes eux-mêmes de façon autonome. Mais est-ce que vous avez des suggestions ou autre chose à ajouter à cela en ce qui touche les personnes responsables, à savoir comment la transition sera plus souple et fluide? C'est une question excellente. J'ai beaucoup de pensées à cet effet
Et je vais commencer par dire qu'au cours des 5 dernières années, nous avons vraiment changé notre façon de transitionner au sein de notre clinique. Ce qu'on a commencé à mettre en œuvre et que je souhaite sera une transition beaucoup plus fluide. Alors, on débute en 9e année. Dépendamment de l'adolescent, il pourra vivre son indépendance dès la première visite et lorsqu'on le voit seul, séparément, ça lui donne un espace pour manifester ce qui lui est important et comment on va modeler justement le système adulte. Et ensuite, on peut inviter les parents de nous accompagner dans la discussion. Alors, on peut demander justement pour ce processus parce que ce sera bénéfique à long terme. Habituellement, on va commencer avec des questions. Alors, des questions très, très simples et on va évoluer vers la réussite pendant les quelques années de transition. Habituellement, j'utilise la 9e année pour entamer la transition et ensuite, je mets en lumière les médecins qu'ils consulteront pas et même les noms, mais ils ne vont pas les connaître et ça va changer, mais selon ce qui se passe justement dans l'environnement local aussi, ils se dirigent vers l'université ou ailleurs, mais pour avoir une idée des diverses personnes d'impliquer et aussi que le système de santé est très différent. Alors, ce travail de préparation est important. Et je pense que la participation à l'école secondaire ou même avant l'école secondaire, en fait, surtout à l'école secondaire, c'est très important. Et j'aimerais entendre les différents jeunes adultes ou qui sont sur le panel. Il s'agit de bâtir ces capacités d'autonomie. Il faut parler avec les pairs, interagir avec les pairs, avoir des intérêts à l'extérieur de l'école parce que vous bâtissez toutes ces compétences qui sont si importantes quand vous allez parler à votre fournisseur de soins adulte. Alors, je souligne cela comme une réflexion importante. Et d'un point de vue d'un parent, quand vous voulez voir votre enfant qui soit aussi à l'aise que possible dans ces nouveaux environnements, c'est mon espoir que ça va se traduire aussi en bons soins de santé et dans vos rendez-vous de santé. Et une dernière pensée, une dernière réflexion ici, il faut choisir ce qui fonctionne le mieux pour organiser vos rendez-vous médicaux. Il y a tellement de technologie dans tout ça. Ça peut être fait par le téléphone intelligent. Il y a quelque chose qui s'appelle une appli qui s'appelle My Transition, il y a quelque chose qui s'appelle pour essayer de prendre en charge ces rendez-vous. Parce que les pédiatres, si vous ne montrez pas à l'heure, appelez-les. Mais d'habitude, ça ne se produit pas. Si vous appelez, qu'on va continuer de vous appeler jusqu'à ce que vous arriviez. On ne vous rappellera pas. Et ce serait mieux de ne pas faire ça, mais aussi de faire la transition de cette détermination des horaires de la famille vers le jeune adulte. Je suis désolé, j'étais un petit peu décousu peut-être. Non, non, tout à fait. Pas de problème. Docteur Amin, voulez-vous acheter quelque chose ici? Oui, certainement. Je pense que c'est vraiment une question très importante qui a été soulevée. Et une chose dont on doit se souvenir, c'est que l'âge chronologique de 18 ans, la transition, c'est peut-être pas le bon timing pour changer les responsabilités. C'est pas magique pour tous les patients, pour toutes les familles. Pour certains patients, et ça ne se produira jamais, cette transition. Alors, c'est pas une guillotine qui tombe. La transition se fait pas. Il n'y a pas une ligne arbitraire qui est tracée. C'est peut-être pas l'âge. Ça ne se fait pas à 100 ça passe pas à 100 des parents à 100 le patient. Donc, ça se fait pas comme ça de façon très claire tout le temps. Alors, il s'agit de suivre les enfants. On s'occupe des enfants qui ont des conditions complexes. Ils sont arrivés là parce que les gens ont pris leur défense. Je ne pense pas que le besoin de plaider pour la personne ne change pas. C'est que la portée de ce plaidoyer va changer. C'est plus un partenariat entre vous et le parent et ça va prendre différentes directions. Une des plus grandes transitions en tant que parent, c'est qu'il faut penser au moment quand votre enfant a maintenant 18 ans, il va avoir 20 ans, 25, 30 ans, 50 ans.
avez-vous les soutiens ou est-ce que votre enfant, qui est maintenant un adulte, a les soutiens nécessaires dans la communauté pour pouvoir prendre soin de lui de façon autonome ou avoir le soutien communautaire nécessaire que si il vous arrive quelque chose, que votre enfant est adulte, pour être sûr qu'il sera toujours appuyé. Je pense que le besoin de plaidoyer ne changera jamais. Je pense que je ne veux pas que ça change non plus, mais la forme du plaidoyer va changer et la dynamique entre la personne et le système public va changer un petit peu. Oui. Excusez-moi, allez-y, Jared. Non, allez-y, si vous en prie, Émilie. Oui, je voulais juste faire un commentaire sur le sujet du plaidoyer parce que c'est très important. Et en tant que client, vous allez devoir plaider pendant toute votre vie et défendre vos droits. Et ça, c'est vrai aussi pour n'importe quelle personne qui a n'importe quel handicap ou toute personne en général. Vous devrez plaider pour vous-même et défendre votre cause de façon autonome. Une des choses dont j'essaie de parler à mes parents et aussi dans les familles avec lesquelles je travaille, c'est comment est-ce qu'on commence à bâtir ces habiletés de plaidoyer et de défense des droits. Et je pense que le plaidoyer peut prendre différentes formes. Par exemple, donner à votre tout petit enfant une certaine autonomie et certains choix, par exemple, dès qu'il est très jeune ou quand votre enfant est un peu plus vieux. Lui demander, voudriez-vous que je reste dans la salle pour ce rendez-vous ou si tu préférais que j'attende à l'extérieur? Donner à l'enfant ou au jeune adulte le choix très tôt et pour normaliser le fait que c'est tout à fait correct et approprié de prendre tes propres décisions. Je pense que ça va vraiment bien équiper l'enfant. Ça va l'équiper pour la réussite. Et aussi, il s'agit de s'assurer en tant que parent. Bien sûr, je ne suis pas une parent, je ne peux pas vraiment parler complètement de cela, mais je peux imaginer qu'en tant que parent, vous voulez juste vous assurer que votre enfant va être bien et va bien pouvoir se débrouiller. Il s'agit toujours d'avoir cette conversation tôt pour exprimer votre opinion et écouter l'opinion de votre enfant et soyez capable de travailler ensemble pour en arriver à un plan lorsque cette transition se produira. Alors, j'ai eu des clients qui m'ont dit que c'est important pour moi en tant que parent de travailler avec mon enfant. Par exemple, ça peut prendre différentes formes. Ça peut aller jusqu'au rendez-vous avec les adultes, ça peut comprendre des choses comme la liste de médicaments, les routines quotidiennes, les relations avec mon fournisseur de soins communautaires et la collaboration avec la famille et le clinicien pour avoir ces outils dans votre boîte à outils, pour vous assurer que cette transition se fera en douceur autant que possible. Il s'agit toujours d'une question de choix. Il s'agit vraiment de bâtir la capacité de plaidoyer. Merci, Émilie. Il y a d'autres très bonnes questions qui arrivent dans le chat et que je vais vous lancer à vous tous. Je ne sais pas exactement qui voudra prendre cette question, mais sentez-vous bien libre, n'importe qui ici. Qu'est-ce qui arrive si vous avez un enfant qui a une maladie neuromusculaire très rare? Savez-vous que le docteur adulte va avoir assez d'expérience pour une maladie, n'importe quelle maladie spécifique? Avez-vous des suggestions sur comment vous pouvez naviguer là-dedans? Je peux essayer de répondre à cette question, Jared. Moi, j'aimerais ajouter une autre chose et ensuite je vais répondre à cette question. S'il vous plaît, je peux seulement imaginer à quel point l'anticipation, il y a de l'anxiété avec ce processus de transition du point de vue du patient et de la famille. Et tout le monde a raison, il n'y a rien de magique avec l'âge de 18 ans. C'est une ligne artificielle qu'on trace pour la transition des soins pédiatriques aux soins adultes. Mais une chose que les gens ne vont jamais s'inquiéter, j'espère, c'est cette idée que les parents la famille, les parents doivent toujours faire partie des soins une fois que les enfants entrent dans le monde des soins pour les adultes. De mon point de vue, tant que le patient, l'individu qui a la condition est à l'aise avec ça, j'aime que la famille soit présente parce qu'ils peuvent donner tant d'informations collatérales, de détails, de très bons points de vue, surtout à propos des années d'enfance de ce patient. Plus de personnes, c'est toujours mieux que pas assez, qu'une seule personne. Alors, j'espère que c'est une chose dont les gens vont se souvenir. Il faut que pourront toujours essayer d'obtenir des praticiens adultes, c'est que la famille sera toujours la bienvenue. La seule différence,
typically before inviting the family, and I'll always check. La seule différence, c'est qu'avant d'inviter la famille, je vais toujours vérifier avec mon patient d'abord pour s'assurer que ça leur convient, ça lui convient. Hein? En ce qui concerne la prochaine question, sur si on a une maladie neuromusculaire très rare, ça arrive, hein, je veux dire, il y a tellement de maladies rares, il y a tellement de types différents de neuropathie périphérique, de maladies neuronales, de dystrophie musculaire, de neuropathie, myopathie, de syndrome myasthénique. La vérité, c'est qu'on ne sait pas toujours tout de suite si vous êtes un praticien adulte, vous n'avez pas d'expérience dans ces maladies rares. C'est une très bonne question à poser à votre médecin. Je peux vous dire du côté adulte, si j'ai un patient qui arrive et qui me demande « Avez-vous jamais vu des patients qui ont cette condition? » C'est une très bonne question à poser. C'est très, très acceptable. Et la vérité, c'est que la réponse ne sera pas toujours « oui ». Quelquefois, ça dépend d'où vous êtes, bien sûr, et quelles sont les ressources dans votre région ou quel genre de médecins sont disponibles. Vous allez faire la transition vers quelqu'un qui n'a pas la même expérience que votre pédiatre. Et ça devient à ce moment-là important de poser la question. C'est un peu plus difficile, mais ça devient un effort collaboratif. Et il revient aux médecins aussi d'apprendre de plus en plus sur ces conditions rares. Mais je pense qu'il y a certaines recherches qui peuvent être faites par le patient, mais aussi par le médecin qui fait la référence pour savoir exactement quel est le bon centre où la personne peut aller pour des soins particuliers. Peut-être que je peux ici apporter mon point de vue. Je ne pense pas que c'est totalement problématique si le médecin n'est pas un expert très, très avancé, s'il n'a pas d'expertise spécialisée dans ce domaine. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est que vous ayez un médecin qui soit proche de vous, quelqu'un qui est prêt à chercher des réponses et à étudier. Je pense que c'est très important. Il y a de nombreuses années, par exemple, j'avais certains problèmes de pneumonie. Et le médecin, mon médecin de famille, n'était pas nécessairement familier avec d'autres personnes qui avaient eu ces troubles neuromusculaires rares. Et là où je vais arriver, c'est que il faudrait qu'il y ait de la communication très tôt avec des spécialistes. Je pense que c'est très important que tout le monde soit conscient de ce qu'est la situation et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les soins à donner aux patients. C'est très important, je pense. Donc, essayez d'établir cela, un réseau de collègues, un réseau de soins, de personnes qui communiquent les unes avec les autres. Et ça pourrait aider à combler la lacune que vous avez pour ce qui est de votre expertise. Vous allez trouver peut-être que dans les régions rurales mal desservies dans le pays, on va souvent faire face à cette situation. C'est quelque chose à considérer. Alors, ne paniquez pas à ce moment-là, comme je dis, et il faut se souvenir que dans le monde adulte, eh bien, les choses sont un petit peu plus décentralisées. Alors, vos soins vont provenir de différents secteurs différents, sous plusieurs modes, sous plusieurs formes différentes. Et il faut tenir compte de ça aussi. C'est ce que j'en retirerai. Peut-être que je peux ajouter quelque chose rapidement ici. Un autre très bon point que vous avez soulevé, c'est que quelquefois, même nos professionnels de la santé n'ont pas la réponse, mais la chose la plus importante, c'est qu'ils sont prêts d'étudier la chose et de faire des recherches. Un autre service chez Dystrophie musculaire Canada que je voulais mentionner, c'est que même pour les professionnels de santé, les professionnels médicaux, ils peuvent se connecter avec nous grâce à notre ligne téléphonique de recherche. À ce moment-là, ils peuvent se connecter avec d'autres professionnels de la santé à l'ensemble du Canada ou peut-être trouver l'information qu'ils cherchent pour le type spécifique de clients qu'ils ont. Pour tous ceux qui écoutent, là, qui vous travaillez avec des professionnels de santé, peut-être qu'ils ne savent pas trop où aller, vous pouvez aussi leur dire d'aller chercher la Research Hotline, la ligne chaude de recherche. Ah, c'est déjà dans le chat, là. C'est research@muscle.ca, muscle.ca. Pour la recherche. Jared, je vois un commentaire et une question ici qui commence à émerger dans la section des commentaires. C'est que on parle des gens qui ont 16 ans, 13 ans, 9e année, 18 ans. Ce n'est pas un chiffre magique, mais il y a des personnes ici qui ont
se demande, je suis dans la trentaine, dans la quarantaine, peut-être dans la cinquantaine, et j'ai toujours l'impression que je suis encore en transition. Alors peut-être qu'on peut commencer avec Victoria de ce côté-là. Pensez-vous que vous vous sentez encore dans un processus de transition ou vous avez fait votre transition ou pensez que c'est encore en train de se produire pour vous, Tori? Non, je pense que c'est comme toujours un processus continu, cette transition. Comme je l'ai mentionné auparavant, tout ce qui vous entoure, c'était sous un seul toit auparavant quand vous étiez enfant. Quand vous êtes adulte, vous avez toujours besoin de votre médecin et ça peut devenir un petit peu désorientant et épuisant parce que, comme ils ont mentionné, j'ai vu par exemple un cardiologue ou tel thérapeute, j'ai vu tel spécialiste. Euh, Si vous êtes obligé d'assembler ces choses comme vous-même, parce que la seule chose qui était importante dans ma transition, c'était du côté respiratoire et neurologique. Alors, c'est un processus continu, à mon avis, parce que s'il s'agit constamment de combler tous les morceaux secondaires qui ont peut-être laissé derrière dans le processus de transition vers l'âge adulte. Bon, alors, ça peut être un peu difficile de naviguer dans tout cela. Oui, Khalid, oui, Irina, voulez-vous, pardon, voulez-vous dire quelque chose? Oui, je pense que trouver le bon professionnel, c'est difficile. Les bons professionnels, c'est difficile. Et très souvent, ça dépend du bouche à oreille, hein? Entendre d'autres personnes ce qu'ils ont à dire. C'est pour ça que les pairs sont très importants. Le soutien, les groupes de soutien par les pairs, parce que dans les conditions que vous avez, c'est très important. Quelquefois, c'est la seule ressource que vous avez qui peut prendre en charge ce dont vous avez besoin. Et ça provient de mon expérience personnelle. Souvent, c'est les pairs qui peuvent aider le plus. Et la personne elle-même aussi doit toujours laisser les nouveaux professionnels savoir tout ce qui est pertinent pour eux en fonction de leur expérience. Par exemple, vous avez eu une chirurgie, dites tout. Vous avez eu tel problème. Vous avez besoin de NT2. Expliquez-le que quand vous avez eu besoin d'une grosse chirurgie, parlez-en quand vous commencez le NT2. Il y a des enjeux. Dites-leur qu'il y a des enjeux. Oui, les gens doivent toujours dire autant que possible tout ce qu'ils connaissent aux professionnels pour que ça soit plus facile pour tout le monde parce que chaque personne est très, très différente. Oui, je suis d'accord avec vous ici. Soyez aussi ouverts que possible avec tout le monde. Et en bout de ligne, ce sont vos professionnels de la santé, c'est pour ça qu'ils sont là. Et pourquoi est-ce que vous ne leur donneriez pas toute l'information que vous avez sur vous-même? Il n'y a pas de secret, c'est la façon dont je vois les choses. Une chose, par exemple, si c'est des personnes dans le monde réel, même pendant la COVID, vous pouvez poser des questions. Et quand on a besoin d'une hospitalisation pendant la COVID, c'est tellement douloureux de faire du plaidoyer pour de vous permettre à vos préposés aux bénéficiaires, vos gens de soutien ou votre famille, les gens qui vous soutiennent. S'il y a de l'hospitalisation qui est planifiée, vous devez en parler lors de vos rendez-vous. Si l'hospitalisation arrive comme ça, tout d'un coup, dès que vous arrivez à l'hôpital, parlez à l'infirmière chef et faites connaître vos besoins, exprimez vos besoins. D'après ce que j'ai appris aussi, quelquefois, ce sont des conversations très difficiles à avoir, particulièrement si ce n'est pas le même professionnel de la santé avec lequel vous êtes habitué, c'est une nouvelle infirmière, un nouveau médecin qui a déjà fait affaire à des patients pendant 8 heures. Il y a eu des centaines de patients à voir pendant la journée. Mais ce n'est pas votre faute. Hein? Ce n'est pas votre faute. Donc, c'est un peu différent avec les visiteurs. On a des politiques sur les visiteurs. Hein? Je ne demande pas d'accepter tous les visiteurs. Je demande du soutien. C'est très différent. Je ne demande pas nécessairement qu'on accepte tous les visiteurs. Ils ne comprennent pas des fois des soutiens nécessaires. Est-ce que je peux exprimer mon opinion ici? Merci d'avoir exprimé cela. C'est un défi auquel toutes les personnes handicapées font face. Un des plus gros problèmes, même pendant la pandémie, c'était d'avoir les personnes clés dont vous avez besoin à l'hôpital pour être près de vous. Ça peut quelquefois vous sauver la vie, presque. Vous savez, mes préposés doivent être près de moi. Ma vie dépend de cela.
si quelqu'un fait quelque chose d'incorrect, ou ça peut être très dangereux. Et je pense que mon conseil, plaider autant que possible, résister. S'ils veulent vous faire des problèmes, si votre proche n'a pas le droit d'entrer, résistez, plaidez. En bout de ligne, ce que sa pandémie a démontré, c'est que ce sont des défis et des enjeux qui existent et vous devez être actif et proactif pourvu que vous soyez à l'aise de faire ça. Et cette transition, faites en sorte que vos professionnels de santé, faites en sorte que les gens qui s'occupent de vous soient alertés à ce qui se passe à vous. Si quelque chose tourne mal, et ça sera votre première ligne de communication avec votre famille et ceux qui s'occupent de vous. C'est très important de les impliquer, de les garder au courant des changements qui se produisent dans votre situation. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à chaque rendez-vous. Je dis, voici ce qui se passe, ça change, soyez sensibilisés, soyez au courant, soyez conscients de mes problèmes médicaux, soyez conscients de mes préoccupations par rapport à l'anesthésie, par exemple. C'est ma première ligne de défense et c'est très important qu'ils soient avertis. À la mesure où vous le pouvez, résistez, plaidez. Défendez vos droits. Assurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est là avec vous quand vous en avez besoin. Très bien. Merci, Khalid. Je crois qu'il y a une question qui est entrée sur les essais cliniques. Oui, ça a été adressé au Dr. Eisenberg. Une autre observation que les gens mentionnent sur la transition vers l'âge adulte, c'est que les changements dans les possibilités d'essais cliniques ou de traitement et l'accès à des traitements. Pourriez-vous parler un petit peu plus des essais cliniques qui sont plus limités pour les adultes ou les options de traitement qui sont plus limitées pour les adultes? Oui, bien sûr, oui. Ce sont deux choses différentes. Bon, pour avoir accès à des essais cliniques, vous devez être dans un centre qui fait des essais cliniques, qui enrôle des participants dans des essais cliniques. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain degré d'infrastructure de recherche dans ce centre. Et ça dépend toujours de votre condition. Dans le monde de l'amyotrophie spinale, les essais cliniques sont plus courants chez les enfants, avec l'amyotrophie spinale. Ça fait partie de ça. Mais je pense qu'il y a quand même une masse critique qui existe d'expertise de recherche et d'infrastructure dans les hôpitaux pédiatriques, mais qui est beaucoup moindre dans les hôpitaux pour adultes. On espère que ça va changer, mais très certainement, la personne à qui on doit s'adresser, ça va toujours être votre médecin. C'est le premier point de contact et la conversation commence là. Et j'espère qu'avec le temps, il y aura davantage d'accès à mesure qu'il y a plus d'essais cliniques disponibles pour les adultes. L'accès aux médicaments est lié à ça, mais ça, c'est pour des médicaments qui sont déjà approuvés. Je n'ai pas besoin de dire aux gens, au panel, ni dans l'auditoire, que ça peut être très difficile d'avoir accès aux médicaments dans le monde adulte. Encore une fois, ça dépend de la maladie. Dans le monde de la myotrophie spinale, d'avoir accès à des médicaments, c'est aussi un défi. Et ça mériterait un panel en soi. Mais ça touche vraiment à la réglementation, les lignes directrices établies par des organismes de réglementation comme la CADIF qui touche des autorités provinciales aussi. Il faut que ce soit un effort de collaboration, un effort constant entre les patients et les médecins qui doivent travailler là-dessus pour l'accès aux médicaments. Il y a, je pense, une séance là-dessus aujourd'hui, je pense, sur l'accès aux médicaments. Cet après-midi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Dr. Eisenberg. Il y a une séance là-dessus sur la défense des droits, le plaidoyer, même à l'âge adulte, avec certains adultes, y compris Jared, qui ont fait du plaidoyer pour des traitements comme le Spinraza depuis différentes années. Alors, on a hâte d'avoir cette séance et d'entendre parler de ces expériences. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste environ 7 minutes. Y a-t-il autre chose que quelqu'un voudrait ajouter? Je pense que j'ai couvert déjà pas mal de choses sur ma liste et les choses qui ont apparu dans le chat. Il vient d'y avoir une question qui vient d'entrer dans le chat. Peut-être que je vais vous poser cette question.
Si quelqu'un a besoin de plusieurs spécialistes, si vous avez plusieurs spécialistes en tant que patient, est-ce que, disons que vous voulez avoir quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, pouvez-vous faire en sorte qu'il vous réfère à... Est-ce que vous pouvez choisir votre spécialiste? Essentiellement, c'est l'essentiel de la question que cette personne est en train d'essayer de demander. Parce que quelquefois, il semble que différents spécialistes ne sont pas reliés les uns à l'autre et une personne, un patient pourrait trouver ça important de pouvoir choisir son spécialiste. Je pense que j'ai pas mal posé la question. J'espère que je l'ai posée correctement. Oui, bien, je ne sais pas spécifiquement comment vous pouvez vous relier à un spécialiste plutôt que d'autres. Et même le médecin peut parler de cela. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que avoir accès à vos dossiers de santé, ça, c'est très important. Et les hôpitaux font ça de plus en plus, partagés. Mais c'est triste à dire, mais quelquefois, c'est vous qui devez apporter votre dossier, qui devez apporter vos propres antécédents, vos notes des autres spécialistes lors de différents rendez-vous. Quelquefois, vous devez transporter ça avec vous. Vous devez mettre ça sur leur bureau, là. Voici mes antécédents médicaux, voici ce que d'autres spécialistes ont dit, ceux qui travaillent avec moi. J'aimerais beaucoup que vous lisiez cela. Et si vous avez des questions, sentez-vous bien libre de relier avec ce spécialiste. Franchement, le dossier de santé, d'abord, c'est votre droit en tant que patient d'avoir accès à votre dossier de santé et c'est un excellent outil médical que vous pouvez utiliser pour vous assurer qu'en tant que patient, il y a une certaine continuité de soins dans tout ça et pour vous assurer que vos spécialistes se parlent les uns aux autres. Oui. Très bien. Marie, vous avez des questions là-dessus? Omira, oui, il y a une personne qui demande aux cliniciens, Dr. Mann, Dr. Eisenberg, Dr. McAdam, je pense qu'il lui reste moins de 5 minutes, mais la question, c'est quelle serait votre vision pour améliorer le système de santé pour ce qui est de la transition et pour si vous aviez un conseil, quel serait votre rêve, votre vision idéale des choses? C'est pour tous les professionnels de la santé, les professionnels de la parasanté. Je pourrais commencer par Dr. McAdam. D'accord. Mon rêve. Je pense que mon rêve serait d'avoir des partenaires de santé identifiés pour tous les différents types de conditions dans l'ensemble de la province. Ça, je pense que ce serait fantastique. Il y a plusieurs domaines d'excellence dans différentes villes, pour différentes conditions, mais je pense que ce serait très, très bien d'avoir ces partenariats pédiatriques et adultes avec le médical et le paramédical pour être sûr que l'information soit donnée qui soit utile pour les gens, pour les jeunes adultes qui font la transition. Dr. Amin? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit le docteur McAdam. Et mon souhait, ça serait d'avoir quelqu'un comme Noma ou Emily ou des travailleurs sociaux dans notre programme pour vraiment aider les patients à naviguer dans tout cela. Parce que avoir davantage de ressources et avoir cette transition personne à personne, vous avez une équipe multidisciplinaire. C'est formidable qu'on ait une couverture complète dans tous les soins adultes pour différentes spécialités, mais il s'agirait d'avoir un pilote, là, une personne paramédicale qui suivrait la personne pendant la transition et faire aussi peu de changements que possible pendant cette transition. Mais je pense qu'il s'agit aussi de bâtir un programme qui correspond aux besoins du patient. Et qui pourrait mieux dire cela que des gens comme Nouma, Émilie et Khalid? Dr. Eisenberg, avez-vous des réflexions supplémentaires à dire sur cette vision? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et au risque d'être redondant, je dirais que la clé est d'essayer autant que possible du côté adulte de refléter ou de copier, pas copier exactement peut-être, mais de correspondre avec le même type de service multidisciplinaire intégré sous un seul toit. Essayer d'imiter ce genre de soins sous un seul toit où les praticiens peuvent communiquer les uns avec les autres, quelquefois en personne même. J'espère que ça va recommencer, c'est pour que tout le monde puisse parler de leurs besoins de soins comme dans une clinique multidisciplinaire qui a un bon chevauchement avec la clinique pédiatrique et où il y a au moins 2 visites là, où les praticiens peuvent se connecter
ou peut-être un ou deux médecins peuvent se connecter les uns aux autres pour qu'il y ait une belle atmosphère, un bon relais fait en douceur et de façon chaleureuse, et pour que la porte n'est pas fermée vers la clinique pédiatrique, mais s'il y a des choses à vérifier, qu'on peut toujours référer à la clinique pédiatrique et vice-versa pour que les communications restent établies. Je pense qu'on est presque à temps maintenant et je pense que je parle au nom de tous ceux qu'on a entendus qui sont avec nous. Et je pense que ça va résonner avec tous, qu'on a presque tous un intérêt commun, un même rêve commun, que tout serait sous un seul toit, un peu comme c'était et comme ça devrait, à mon avis, et comme on pense que ça devrait être, tout ça sous un seul toit autant que possible. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va arriver là bientôt et on va continuer de faire les choses comme ça aide et on en parle et on va faire savoir aux gens ce à quoi nous devons faire face et ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et c'est le mieux qu'on peut faire, je pense, à moins qu'une autre personne ait quoi que ce soit à ajouter à ce point-ci. Je pense que c'est tout pour nous. Et Tori, c'est vous qui allez diriger la prochaine séance, je pense. Oui, notre prochaine séance sont sur les dimensions du bien-être. Thank you. Merci.